Elle s'est vantée, soyons honnêtes, tu as plus besoin de moi que je n'ai besoin de toi. Alors, si tu ne te tiens pas à carreau, je te remplacerai. Je n'ai rien dit. Le lendemain, j'ai résilié son forfait téléphonique, les paiements de la voiture, l'assurance maladie, absolument tout ce qui était à mon nom. Elle a appelé depuis le téléphone d'une amie, en panique. J'ai dit, trouve ton remplaçant, et j'ai raccroché. Je suis assis dans mon nouvel appartement, en ce moment même, et c'est le calme plat. Genre, vraiment calme pour la première fois en 3 ans. Il n'y a pas de télé-réalité qui hurle au volume maximum tous les soirs. Pas de Kardashian qui crie à travers le système Surround à 23h. Pas de pile de sacs de shopping créant un labyrinthe dans le couloir, que je dois traverser juste pour atteindre ma propre cuisine. Pas de tension si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. Plus besoin de marcher sur des œufs en me demandant quelle humeur m'attend en rentrant du travail. Pour la première fois en 3 années entières, mon compte en banque se remplit au lieu de subir une hémorragie financière, comme si je m'étais sectionné une artère. Mon rythme cardiaque au repos a chuté d'environ 10 battements par minute, d'après ma montre connectée. Ma tension artérielle est probablement revenue à la normale pour la première fois depuis mes 25 ans. Je fais mes nuits maintenant. Les 8 heures complètes. Je me réveille sans cette boule au ventre. Je ne vérifie plus mon compte en banque dès le matin avec ce sentiment d'effroi, en me demandant ce qui a été débité pendant mon sommeil. Mais pour expliquer comment j'en suis arrivé là, et la politique de la terre brûlée absolue que j'ai dû mener pour atteindre ce niveau de paix et de santé mentale, vous devez comprendre toute la dynamique entre moi, un type de 29 ans qui pensait avoir sa vie en main, et mon ex-copine appelons-la Nathalie 27 ans, profiteuse professionnelle avec une option en manipulation émotionnelle. Je suis comptable senior dans un cabinet solide du centre-ville. Client corporatif, planification fiscale, audit financier, rapport trimestriel, tout le package professionnel. Je gagne bien ma vie. Je n'achète pas de yacht ou d'île privée, mais je gagne le genre d'argent où l'on ne stresse pas vraiment pour la facture d'électricité, ou pour savoir si on peut se permettre le beurre de cacahuète de marque au lieu du générique. Je touche environ 130,000 par an avant les bonus. Dans cette ville, ça vous place confortablement. Pas riche, pas en galère, juste à l'aise avec de la marge pour épargner. J'ai grandi avec absolument rien. Genre, vraiment rien. Les bons alimentaires et le lait en poudre. Rien. L'aide alimentaire gouvernementale et les vêtements d'occasion du bac de dons de l'église. Rien. J'ai porté des chaussures avec de vrais trous jusqu'à l'âge de 12 ans. Je me souviens encore de ma mère pleurant sur les factures à la table de la cuisine, plus de fois que je ne peux compter. Pleurant parce qu'elle devait choisir entre payer l'électricité ou faire les courses. Donc, la sécurité financière n'est pas juste importante pour moi aujourd'hui, c'est littéralement gravé dans mon ADN à ce stade. C'est toute ma personnalité. Quand je tiens à quelqu'un, quand j'aime vraiment quelqu'un, je veux lui faciliter la vie. Je veux retirer les obstacles de son chemin. Je veux lui enlever un poids des épaules. Je veux qu'elle ne ressente jamais le stress financier et la peur que j'ai connue en grandissant. C'était mon langage de l'amour avec elle. Il s'avère que c'était aussi mon défaut fatal. Nathalie était ce qu'on pourrait appeler décorative. Ça semble dur quand je le dis à voix haute, mais en regardant en arrière avec lucidité et zéro attachement émotionnel, j'ai réalisé que c'est exactement comme ça qu'elle se voyait, c'était toute son identité et son estime d'elle-même. Elle était une aspirante influenceuse lifestyle. Vous voyez exactement le genre dont je parle. En pratique, ça voulait dire qu'elle postait des photos soigneusement filtrées et retouchées des dîners que je payais, des vacances que je finançais intégralement, de l'appartement que je louais, des vêtements que je payais à crédit, et de tout le style de vie que je finançais. Le tout légendé avec des bêtises génériques comme Boss Babe, Selfmade, Benny ou, mon préféré qui me donnait envie de jeter mon téléphone, mérité non donné. L'ironie lui échappait apparemment totalement. Elle n'avait absolument rien mérité. Je lui avais donné tout ce qu'elle avait. Toute sa stratégie de contenu consistait essentiellement à documenter mes dépenses en temps réel. Des photos à plat du brunch que j'avais payé. Des posts, tenus du jour, présentant des articles achetés entièrement avec ma carte de crédit. Des photos de coucher de soleil prises depuis le balcon de l'appartement que je louais et payais chaque mois. Des citations inspirantes sur le fait d'être une femme forte et indépendante, superposées à des photos prises dans la Mercedes Classe C que je louais à mon nom. Ça aurait été drôle et ironique si ce n'était pas aussi incroyablement coûteux, mois après mois. Ça ne me dérangeait pas au début. Je le jure.
Je l'aimais vraiment profondément au commencement. Elle était vraiment magnétique. Quand elle entrait dans une pièce, les gens la remarquaient immédiatement, homme comme femme. Quand ça allait bien entre nous, et c'était légitimement le cas pendant la première année et demie, elle me donnait l'impression d'avoir gagné au loto, d'être le mec le plus chanceux du monde, d'avoir touché le gros lot. Je suis tombé dans le piège du pourvoyeur, fort et vite. Sans hésitation. Je tirais une fierté sincère à payer absolument tout. Ça me faisait me sentir nécessaire. Ça me faisait me sentir valorisé. Ça me faisait me sentir comme un vrai homme prenant soin de sa femme, ce qui était exactement la façon dont on m'avait appris que les relations devaient fonctionner. Je couvrais la totalité du loyer de notre appartement de luxe de 2 chambres au centre-ville, 3,2 cents par mois, du parquet partout, des comptoirs en granit dans la cuisine, des baies vitrées du sol au plafond avec une vraie vue sur la ville, de l'électroménager en inox, tout le package de la vie urbaine haut de gamme. Je l'ai mise sur mon assurance maladie premium via mon entreprise parce qu'elle n'en avait pas. Pas de travail signifie évidemment pas d'avantages sociaux. Quand sa vieille Honda déglinguée a fini par mourir après avoir accumulé 300,000 km, je ne l'ai pas simplement aidé à la réparer ou à trouver une autre voiture d'occasion. Ça aurait été le choix intelligent, le choix d'adulte raisonnable. Au lieu de ça, je suis allé lui louer une Mercedes classe C flambant neuve parce qu'elle a dit, et je cite ses mots exacts ici, « J'en ai besoin pour mon image d'influenceuse. Les gens ne me prendront pas au sérieux si je débarque dans une vieille Honda. Ils penseront que je suis fauché. » Le comble ici, et ce détail compte beaucoup pour ce qui se passe plus tard dans cette histoire, j'ai mis le leasing entièrement à mon nom parce que son score de crédit était quelque part dans les 5 cents. Un mauvais crédit dû à des cartes plafonnées et des factures médicales impayées d'avant notre rencontre. Je l'ai ajouté comme conductrice autorisée sur ma police d'assurance auto. Je l'ai aussi ajouté à mon forfait téléphonique. Données illimitées, appels illimités, tout illimité. Le forfait Verizon haut de gamme. Évidemment, il lui fallait le meilleur. Et je lui ai donné une carte de crédit supplémentaire liée à mon compte pour les urgences et les dépenses du ménage. Nous nous étions mis d'accord sur ce que nous pensions tous deux être une limite de dépenses mensuelles raisonnable. C'était le plan, en tout cas. Pendant environ la première année de notre relation, les choses étaient raisonnables et normales. Courses, factures, dépenses de couple normales, trucs de ménage classiques. Mais quelque part vers le 18e mois, la catégorie « dépenses du ménage » s'est lentement transformée en fonds pour la garde-robe personnelle de Nathalie et budget spa. Des soins du visage à $300 2 fois par mois, des rendez-vous coiffeurs à $500 toutes les 6 semaines, des sacs à main de créateurs qui coûtaient plus cher que la mensualité de ma voiture, des chaussures de marque que je ne pouvais même pas prononcer correctement. Chaque fois que j'abordais le sujet, et je l'abordais absolument parce que je suis un comptable professionnel et que je remarquais les modèles de dépenses, elle retournait la situation contre moi avec une aisance rodée. Elle avait toute une routine défensive absolument perfectionnée. Elle disait des choses comme « Tu sais, je construis une marque ici. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner dans cette industrie. Pourquoi es-tu si radin et mesquin alors que tu gagnes bien ta vie? C'est un investissement dans notre avenir ensemble. Notre avenir. » Comme si dépenser mon argent durement gagné dans des injections aux lèvres était un investissement commun dans notre futur partagé. Si je résistais ne serait-ce qu'un peu, si je montrais une quelconque résistance ou essayais de poser des limites, elle devenait complètement glaciale. Elle me privait de toute affection. Elle dormait au bord du lit, dos à moi. Elle m'infligeait le silence radio pendant des jours entiers. Elle me faisait me sentir comme un comptable avare, ce que j'étais littéralement de profession, essayant de couper les ailes d'un magnifique papillon qui voulait juste s'envoler et être libre. Alors, comme un idiot absolu, comme un imbécile amoureux, je m'excusais auprès d'elle. C'est moi qui m'excusais d'exprimer des inquiétudes sur mon propre argent. J'arrondissais les angles. Je lui disais qu'elle avait raison et que j'avais tort. Je payais n'importe quelle facture qu'elle avait accumulée. J'augmentais le plafond de la carte supplémentaire. Je lui ai appris, par mes actions et réponses répétées, que sa présence, sa compagnie, son attention et son affection valaient plus que mon travail et mon argent. Je lui ai appris que j'avais de la chance d'être avec quelqu'un comme elle et que je devrais être reconnaissant qu'elle tolère mes préoccupations ennuyeuses sur les finances. J'ai créé un monstre capricieux avec des lunettes Gucci et un sentiment de supériorité qui mettrait mal à l'aise la vraie royauté. Le passage de modérément ingrate à ouvertement hostile s'est produit il y a environ 6 mois. C'était progressif au début, puis soudain tout à la fois. Elle a arrêté de dire merci pour quoi que ce soit. Elle a juste complètement arrêté.
Je lui tendais ma carte de crédit pour ce qu'elle voulait, et elle la prenait comme si c'était son droit de naissance absolu. Aucune reconnaissance, aucune gratitude, aucune appréciation, rien. Elle a commencé à critiquer absolument tout chez moi. Mon travail, c'est tellement ennuyeux. Tu fixes juste des tableurs toute la journée. Comment tu ne t'endors pas à ton bureau? Tu es pratiquement un robot. Mes vêtements, tu t'habilles comme le père de quelqu'un. Tu n'as absolument aucun style. J'ai honte de poster des photos avec toi sur mon fil. Mes loisirs, tu n'as aucune personnalité. Tout ce que tu fais, c'est travailler et regarder du sport le week-end. Tu n'es pas assez intéressant pour mon contenu. Mes followers s'ennuieraient. Elle a commencé à me traiter moins comme un partenaire romantique et plus comme un employé qui n'était pas performant dans sa fonction principale, financer tout son style de vie. Elle soupirait bruyamment quand je rentrais du travail, comme si j'interrompais sa journée. Elle levait les yeux au ciel de façon théâtrale quand je parlais de quoi que ce soit concernant ma journée. Elle m'interrompait constamment au milieu d'une phrase pour me montrer quelque chose sur son téléphone qui était apparemment plus important que n'importe quel truc ennuyeux que je racontais. J'avais vraiment l'impression de l'agacer juste en existant dans mon propre appartement que je payais chaque mois. Le point de rupture final est arrivé mardi dernier au soir. Laissez-moi vous peindre le tableau complet. Je venais de finir une semaine de travail absolument brutale de 60 heures, préparation de la saison des impôts, multiples réunions clients exigeantes, délais de dépôt d'audit. J'étais complètement cramé mentalement et physiquement, tournant à environ 4 heures de sommeil par nuit depuis 5 jours d'affilée. Je suis entré dans notre appartement à 19h30 et j'ai immédiatement trébuché sur une pile de cartons d'expédition bloquant l'entrée, posée juste là, en plein passage. 4 paires de bottes de créateurs, flambant neuves, encore dans leur boîte d'origine avec le papier de soie. J'ai vérifié la notification sur mon téléphone qui venait de vibrer dans ma poche. Un débit de 3,2 cents sur la carte supplémentaire. Le montant exact de notre loyer mensuel, pour des bottes. 4 paires de bottes coûtaient exactement la même chose que notre logement mensuel. Mes mains tremblaient littéralement. Je suis entré dans le salon en essayant de rester calme. Nathalie était étendue sur tout le canapé, avec un masque vert sur le visage, en train de faire défiler des vidéos TikTok. Elle avait les pieds posés sur ma table basse. Il y avait des emballages vides d'une boutique en ligne éparpillés autour d'elle comme des confettis. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. N'a pas reconnu ma présence ou mon existence. Elle a juste continué à scroller machinalement et à regarder des vidéos. Et, ai-je dit, en essayant vraiment de mon mieux de garder une voix posée et calme. C'est quoi ces bottes? On avait parlé d'essayer de garder les dépenses de carte de crédit raisonnables ce mois-ci. Elle a soupiré. C'était un son long, dramatique, exagéré, comme si j'étais un gamin demandant pourquoi le ciel est bleu. Elle a finalement levé les yeux vers moi avec un pur agacement écrit sur le visage. Elles étaient en solde et j'en ai besoin pour le voyage à Aspen le mois prochain avec les filles. On ne va pas à Aspen, Nathalie. Je travaille pendant cette période. Non, tu travailles, m'a-t-elle corrigé sans manquer un seul battement. Moi, j'y vais avec Amber et les filles. Tu paies pour le Airbnb, évidemment. Rappelle-toi, on en a discuté il y a des semaines. Nous n'en avions absolument pas discuté. Pas même de près ou de loin. Je ne paierai pas pour que toi et tes amis alliez à Aspen pendant que je suis ici à faire des semaines de 60 heures pour rembourser ta collection de bottes de créateurs, ai-je dit fermement. C'était honnêtement la première fois en des mois que je mettais le holà aussi fort. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. On pouvait sentir le basculement. Elle s'est redressée et a décollé le masque de son visage. Ses yeux sont devenus glacés. Ce n'était pas la Nathalie boudeuse et manipulatrice habituelle essayant d'obtenir ce qu'elle voulait. C'était quelque chose de bien plus sombre et méchant que je n'avais jamais vu auparavant. Pardon, a-t-elle dit lentement et délibérément. Tu m'as parfaitement entendu. Les dépenses s'arrêtent tout de suite. Le voyage s'arrête. Tu dois commencer à contribuer réellement à cette relation, Nathalie. Je ne suis pas un compte en banque ambulant. Si tu veux aller à Aspen avec tes amis, trouve un vrai travail et paie-le toi-même. Elle a ri. C'était un son sec, totalement dénué d'humour, qui m'a fait froid dans le dos. Elle s'est levée du canapé et a marché directement vers moi, s'arrêtant juste à l'intérieur de ma bulle d'espace personnel. Elle m'a toisé lentement de haut en bas avec une pitié absolue dans les yeux, comme si j'étais une créature pathétique.
Tu ne comprends vraiment rien du tout, n'est-ce pas, a-t-elle dit doucement. Comprendre quoi, exactement? Tu penses que parce que tu paies toutes les factures ici, tu as le pouvoir dans cette relation? Elle a secoué la tête lentement et m'a fait un sourire narquois. L'argent est littéralement la partie facile de l'équation. N'importe quel mec ennuyeux avec un diplôme universitaire peut gagner de l'argent dans un bureau. Mais ça, elle fit un geste théâtral vers elle-même, vers son visage, son corps, toute son existence physique, ça, c'est vraiment rare. C'est spécial. Tu es sincèrement chanceux d'être même dans la même pièce que moi. Mes amis me demandent constamment pourquoi je suis avec quelqu'un comme toi. Tu es ennuyeux. Tu es beaucoup trop prudent et prévisible. Tu es complètement moyen à tous égards. Je suis resté là, complètement sidéré par le silence. Mon sang bouillonnait littéralement à l'intérieur, mais mon extérieur se transformait en glace. Je n'ai pas dit un seul mot. Je suis resté là et je l'ai regardé creuser sa tombe de plus en plus profondément. Elle a pris mon silence complet pour de la soumission et de la défaite. Elle s'est même rapprochée et m'a poussé fort dans la poitrine avec un ongle parfaitement manucuré. Soyons tout à fait honnêtes, a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux sans cligner. Tu as bien plus besoin de moi que je n'ai besoin de toi. J'apporte le statut à cette relation. J'apporte l'excitation et la vie. J'apporte tout ce qui est intéressant. Toi, tu paies juste le ticket d'entrée. Alors, si tu ne te tiens pas à carreau et ne restes pas à ta place, je te remplacerai facilement. Elle a laissé cette déclaration flotter lourdement dans l'air entre nous, comme une bombe sur le point d'exploser. Il y a littéralement 10 mecs dans mes MP en ce moment qui tueraient pour avoir la chance de payer ce voyage à Aspen, a-t-elle ajouté avec un sourire cruel. Souviens-t'en la prochaine fois que tu voudras me faire la leçon pour des bottes stupides. Je l'ai fixé pendant ce qui m'a semblé être un long moment. J'ai attendu que la colère me fasse hurler et crier. J'ai attendu l'envie de riposter, de plaider ma cause, d'énumérer tout ce que j'avais sacrifié et fait pour elle au cours des 3 dernières années. Mais ces sentiments ne sont pas venus du tout. Au lieu de cela, cette clarté étrange et effroyablement calme m'a envahi comme de l'eau froide. C'était comme si quelqu'un avait basculé un interrupteur quelque part dans le disjoncteur de mon cerveau. L'amour que j'avais pour elle ne s'est pas estompé progressivement, il s'est évaporé complètement et instantanément. L'attirance n'a pas diminué lentement avec le temps, elle s'est transformée en poussière absolue en environ 3 secondes chrono. Je l'ai regardée droit dans les yeux et je n'ai plus vu ma copine. J'ai vu un passif financier. J'ai vu un terrible investissement. J'ai vu une squatteuse vivant sans payer de loyer dans mon appartement et dans toute ma vie. Elle a complètement pris mon silence pour une défaite et une soumission totale. Elle a fait un sourire suffisant, m'a tapoté la joue avec condescendance comme si j'étais un enfant qui venait de se faire gronder, et est retournée vers le canapé. Je commande des sushis pour le dîner, a-t-elle lancé nonchalamment par-dessus son épaule. T'inquiète pas. Je vais juste mettre ça sur la carte comme toujours. D'accord, ai-je dit simplement. Ma voix était complètement stable et plate, monotone. Je suis passé devant elle, je suis allé dans la chambre, et j'ai doucement fermé la porte derrière moi. Je n'ai pas dormi du tout cette nuit-là, pas une seule minute. Je suis juste resté allongé là dans le lit, à fixer le plafond, à écouter ses rires forts au téléphone avec ses amis dans le salon. Les murs de cet appartement étaient assez fins pour que je puisse entendre absolument tout ce qui se disait. Elle était clairement sur haut-parleur, probablement avec Amber et le reste de son groupe d'amis complices. Elle leur racontait toute l'histoire de notre dispute. Je pouvais entendre des fragments de conversation dériver jusqu'à moi. Je l'ai remis à sa place. Il a vraiment essayé de me dire non, comme si ça allait marcher. Il sera tout à fait normal demain matin comme toujours. Il finit toujours par céder. Je le mène par le bout du nez. Le voyage à Aspen est définitivement verrouillé maintenant. Elles riaient toutes ensemble, caquetaient même, vraiment, comme si c'était la chose la plus drôle au monde que j'ai essayé de poser une simple limite. Que j'ai osé avoir mon mot à dire sur la façon dont mon propre argent durement gagné était dépensé. Chaque rire cruel ressemblait à un autre clou enfoncé dans un cercueil. Mais pas le cercueil de notre relation, celle-là était déjà morte et enterrée. C'était le cercueil de mon ancien moi, la version paillasson de moi qui se serait excusé profusément le matin et aurait tendu ma carte de crédit. Elle m'avait dit directement en face qu'elle pouvait me remplacer facilement. Elle avait explicitement déclaré en termes absolument clairs que notre relation entière n'était rien d'autre qu'une transaction, un arrangement commercial.
Je paie toutes les factures, elle fournit le privilège de sa compagnie et de sa présence. L'honneur d'être vu avec elle en public, son statut et son apparence. Je me suis assis et j'y ai réfléchi logiquement, comme un comptable qualifié pense à tout dans la vie. Si c'est vraiment juste une transaction, alors je peux absolument résilier le contrat quand je veux. Si elle est prestataire de service et que je suis le client payant et que je suis complètement insatisfait du service fourni, alors je peux annuler le service. Je peux arrêter tous les paiements automatiques. Je peux mettre fin à l'abonnement. C'est juste du business. Rien de personnel là-dedans. J'ai attendu patiemment jusqu'à 2 heures du matin, quand j'ai été absolument certain qu'elle dormait profondément. Je pouvais l'entendre respirer profondément et régulièrement depuis la chambre. Elle dormait comme un bébé chaque nuit. Pas un seul souci au monde. Pourquoi s'inquiéterait-elle? Tout dans sa vie était complètement pris en charge. Tout était payé. Tout ce qu'elle avait à faire était d'exister et d'être jolie, et mon argent continuerait de couler comme une rivière. Je me suis levé aussi doucement que physiquement possible et j'ai marché silencieusement dans le salon, pieds nus. Son sac à main coûteux était posé sur le comptoir de la cuisine où elle le laissait toujours chaque soir. Un sac de créateur onéreux en cuir crème que je lui avais acheté pour son anniversaire il y a 8 mois, 1,5 cents hors taxe. Je l'ai ouvert aussi silencieusement que possible, bougeant très prudemment pour que le fermoir métallique ne clique pas trop fort et ne la réveille pas, et j'ai sorti le double des clés de la Mercedes, celle que je payais $780 par mois en leasing, celle avec son nom sur exactement 0 document légal. Je l'ai glissé dans ma poche. Ensuite, je me suis assis devant mon ordinateur portable sur la table de la salle à manger et j'ai ouvert un tout nouveau tableur vierge. C'est ce que je fais quand je suis stressé. Je suis comptable professionnel. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne naturellement et traite les problèmes. Quand je suis stressé par quelque chose, je fais des tableurs détaillés. Quand je suis en colère, je fais des tableurs. Quand je dois résoudre méthodiquement un problème complexe, je fais des tableurs. Les chiffres ne vous mentent pas. Les chiffres ne manipulent pas vos émotions. Les chiffres existent simplement en tant que faits. Je n'ai rien fait de tout cela par pur rage ou par émotion incontrôlée. Je l'ai fait avec la précision froide, méticuleuse et calculée d'un expert comptable judiciaire démantelant soigneusement une affaire de fraude majeure, pièce par pièce. Parce que c'est exactement ce que c'était quand on enlevait toute la romance, les émotions et l'histoire, une escroquerie. Elle m'avait escroqué avec succès en me faisant croire que nous étions des partenaires égaux alors qu'en réalité, j'étais juste une source de financement pratique avec un pouls et un salaire décent. J'ai sorti et créé une liste complète de chaque chose dans sa vie entière qui était liée directement à mon nom. J'ai fait des colonnes organisées, description de l'article, numéro de compte, coût mensuel, coût total à ce jour sur notre relation, méthode d'annulation, et étapes requises. J'ai été absolument minutieux là-dessus, presque obsessionnellement minutieux. Le leasing de la Mercedes, $780 par mois. La police d'assurance auto, $340 par mois parce que je l'avais ajoutée comme conductrice et qu'elle avait eu cet accrochage l'année dernière. Ce n'était pas du tout sa faute, sauf que ça l'était complètement. Le forfait téléphonique, $120 pour sa ligne individuelle. Le bail de l'appartement avec mon nom seul comme locataire légal principal, 3,2 cents par mois. La carte American Express sans limite de dépenses fixées. Mais tournant autour de $2,000 par mois. La carte Visa avec une limite de $500 qu'elle plafonnait chaque mois sans faute. Le compte Netflix avec le niveau premium parce qu'elle avait absolument besoin de 4 écrans simultanément. L'abonnement Spotify Premium. L'adhésion Amazon Prime avec livraison le jour même. Le pack Hulu sans publicité parce qu'elle refusait de regarder les pubs. Le YouTube Premium dont elle prétendait avoir besoin pour regarder des vidéos sans interruption. L'abonnement au service de livraison de kit repas qu'elle avait commandé exactement une fois il y a 3 mois et n'avait jamais pris la peine d'annuler. L'abonnement à l'application de fitness auquel elle s'était inscrite sans jamais l'utiliser une seule fois. La mise à niveau du stockage iCloud pour toutes ses photos. L'abonnement au magazine numérique dont elle avait oublié l'existence. Tout. Chaque dépense. J'ai tout additionné soigneusement dans la colonne totale à la fin. Les chiffres finaux m'ont physiquement donné la nausée. Elle me coûtait environ 4,8 cents par mois en dépenses directes que je pouvais tracer. 57,6 cents par an. C'était véritablement plus que ce que beaucoup de gens gagnent en une année entière de travail à temps plein. C'était le salaire annuel complet de quelqu'un.
Tout ça pour quelqu'un qui venait de me dire en face que j'étais ennuyeux, moyen et complètement remplaçable, et qu'elle pouvait facilement trouver mieux en envoyant un simple MP à l'un des 10 gars. Elle a dit que j'avais désespérément besoin d'elle. Elle a dit qu'elle pouvait me remplacer facilement et instantanément par n'importe lequel des 10 gars qu'elle avait soi-disant sous le coude. J'ai décidé à ce moment précis, à 2h37 du matin, de lui donner la véritable opportunité de le prouver. De prouver réellement qu'elle avait raison sur tout, de prouver qu'elle n'avait sincèrement pas besoin de moi du tout, de prouver que j'étais aussi remplaçable et moyen qu'elle le prétendait à plusieurs reprises. J'ai tapé une liste de tâches détaillées pour le matin. C'était soigneusement organisé par niveau de priorité. C'était horodaté avec des créneaux spécifiques. Il y avait des cases à cocher de confirmation à côté de chaque élément. Ça allait être une journée extrêmement chargée. Probablement la journée la plus chargée et la plus intense que j'ai eue depuis des années. Mais ça allait absolument en valoir la peine. Chaque centime que j'étais sur le point de dépenser. Chaque seconde que j'étais sur le point d'investir. J'ai quitté l'appartement silencieusement à 6h30 du matin. Nathalie se réveillait rarement avant 10h du matin au grand minimum, surtout après une nuit à manifester son futur de rêve, ou à scroller sur Instagram jusqu'à 2h du matin, ou à parler au téléphone avec ses amis de la façon dont j'étais bien dressé et contrôlé. Je me suis douché rapidement dans la salle de bain d'amis, je me suis habillé avec mon meilleur costume généralement réservé uniquement aux réunions clients importantes et j'ai préparé un seul sac de voyage avec mes essentiels absolus, ordinateur portable, ordinateur, documents et papiers importants, passeport, une semaine de vêtements. J'ai marché vers le garage en silence. Ma berline modeste mais fiable était garée juste à côté de la Mercedes C3 Sens blanche que j'avais louée entièrement pour son bénéfice. Elle avait l'air élégante et immaculée sous les lumières fluorescentes du garage. J'ai sorti le double des clés de ma poche, je l'ai déverrouillé en douceur et je suis monté à l'intérieur. Elle sentait exactement son parfum vanille et le pur sentiment que tout lui était dû. Je n'ai rien volé. On ne peut pas légalement voler sa propre voiture. Mon nom était le seul nom sur le contrat de leasing. Je l'ai démarré, je l'ai conduite prudemment hors du garage et je me suis dirigé à travers la ville vers mon immeuble de bureau, qui dispose d'un parking souterrain sécurisé par badge nécessitant des identifiants d'employés. Je l'ai garé dans un coin au niveau le plus bas, je l'ai verrouillé solidement et je suis parti sans regarder en arrière. Étape 1 terminée, actif principal sécurisé. Je suis allé dans un café au coin de la rue de mon bureau, j'ai commandé un café noir simple et j'ai ouvert mon ordinateur portable à une table isolée. Il était 7h15 du matin. Le carnage administratif systématique a commencé immédiatement. Premier point sur la liste, les cartes de crédit. Je me suis connecté à mon portail en ligne American Express. J'ai navigué vers les utilisateurs autorisés, j'ai trouvé le nom de Nathalie. J'ai cliqué sur le bouton « Retirer le titulaire de la carte ». Êtes-vous absolument sûr de vouloir faire cela ? M'a demandé l'écran dans une fenêtre pop-up. Oui, je suis plus sûr de ça que de n'importe quoi dans ma vie entière. Statut mis à jour, annulé. J'ai fait exactement le même processus pour la carte Visa. Ensuite sur la liste, tous les services d'abonnement numérique. J'ai changé le mot de passe principal de Netflix. Ça a immédiatement déconnecté tous les appareils connectés automatiquement. J'ai fait exactement la même chose pour Spotify, Hulu et Amazon Prime. Comportement mesquin. Peut-être que vous pourriez le soutenir, mais elle avait explicitement dit qu'elle apportait toute la vie et l'excitation, et que je payais juste pour le voyage. Je me suis dit qu'elle pouvait fournir son propre divertissement désormais. Ensuite, le service téléphonique. Je me suis connecté au portail de gestion de compte Verizon. Je n'ai pas résilié sa ligne immédiatement parce que ça prend du temps et nécessite de la paperasse et des appels téléphoniques. Au lieu de cela, j'ai sélectionné l'option pratique, suspendre le service, pour son appareil spécifique uniquement. Raison de la suspension ? J'ai soigneusement sélectionné, appareil déclaré perdu ou volé. À effet immédiat, son iPhone coûteux n'était plus rien d'autre qu'un presse-papier très cher. Enfin, l'option nucléaire absolue, l'appartement lui-même. J'ai attendu patiemment jusqu'à exactement 9h du matin, quand le bureau de location a officiellement ouvert ses portes. Je suis entré calmement et je me suis assis directement en face de la gérante immobilière, une femme vraiment gentille nommée Brenda, qui m'avait vu payer le loyer complet à temps chaque mois sans faute pendant 2 années entières. « Bonjour, tout va bien pour vous ?» a-t-elle demandé immédiatement, sentant clairement que quelque chose clochait avec cette visite. « Je dois rompre le bail, Brenda », ai-je dit directement.
Elle a eu l'air sincèrement surprise et inquiète. Oh, waouh. Vous avez encore 6 mois complets sur votre contrat actuel. La pénalité de résiliation anticipée est assez raide, malheureusement. C'est 2 mois complets de loyer et vous perdez complètement la caution. 2 mois de loyer calculés à 6,4 cents au total. Une somme d'argent véritablement importante selon n'importe quel standard raisonnable. Mais comparé au coût réel de rester même un mois de plus avec quelqu'un qui me méprisait sincèrement et ne me voyait que comme un distributeur automatique ambulant, c'était une affaire absolue. Je vais vous faire le chèque tout de suite, ai-je dit clairement. Je déménage aujourd'hui. Je comprends que Nathalie est toujours actuellement dans l'unité. Je retire mon nom de toute option de renouvellement futur. Comme je suis le seul qui remplit l'exigence de revenu de 3 fois le loyer mensuel, je suppose qu'elle devra se requalifier complètement par elle-même ou partir dans les 30 jours. Brenda a grimacé visiblement. Elle connaissait Nathalie personnellement. Elle avait vu Nathalie dans le coin. Elle savait exactement ce que Nathalie faisait dans la vie, c'est-à-dire absolument rien de productif. Ouais. Malheureusement, si vous retirez complètement votre nom du bail, elle doit refaire une demande en tant que candidate solo. Si elle ne peut pas montrer une preuve adéquate de revenus stables, nous sommes tenus d'émettre un avis formel de départ. Êtes-vous absolument sûr de vouloir faire cela? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie entière, lui ai-je dit honnêtement. J'ai fait le chèque juste là, à son bureau. J'ai signé tous les papiers et formulaires requis. J'étais maintenant officiellement sans abri, plus pauvre de 6,000 $ sur mon compte en banque, et absolument libre. Je suis allé directement à mon bureau, j'ai éteint mon téléphone complètement et je me suis mis au travail sur des tâches réellement productives. J'ai en fait eu la matinée la plus productive que j'ai eue depuis des mois. J'ai travaillé concentré pendant 3 heures pleines sans une seule interruption me demandant de faire un Venmo pour une cure de jus ou me demandant ce que je pensais de son dernier brouillon de légende Instagram. J'ai rallumé mon téléphone à exactement 11h45. Mon écran s'est immédiatement allumé comme une machine à sous touchant un jackpot massif. 14 appels manqués de Nathalie. 22 SMS de Nathalie. Je ne les ai pas tous lus, mais le texte d'aperçu visible sur mon écran de verrouillage racontait toute l'histoire de sa matinée dans un ordre chronologique parfait, comme un compte-rendu. 10h15, où est la voiture? Elle a complètement disparu. Tu l'as emmenée au lavage? 10h28, réponds-moi tout de suite. La voiture est volée. J'appelle la police. 10h30, pourquoi ma carte est refusée? Je suis chez Starbucks et c'est extrêmement embarrassant. 10h45, mon téléphone ne passe aucun appel. Je suis en Wi-Fi seulement. Qu'est-ce qui se passe bordel? 11h, je te jure que si tu fais ça à cause de ce que j'ai dit hier soir, tu es vraiment psychotique. Puis mon téléphone a recommencé à sonner. Numéro inconnu affiché. Je savais exactement qui c'était sans question. Elle avait emprunté le téléphone de quelqu'un d'autre. Probablement Amber, sa meilleure amie et complice principale, qui vivait commodément dans le même complexe d'appartements. J'ai pris une grande inspiration et je me suis préparé. Je ne me sentais plus en colère. Je me sentais exactement comme un représentant du service client gérant un client difficile pour la toute dernière fois. Allô, ai-je répondu calmement. T'es complètement malade. Sa voix était si forte et perçante que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Elle hyperventilait. Où est ma voiture? Pourquoi mon téléphone est complètement coupé? J'ai essayé d'acheter un café et ma carte n'a pas marché. Je suis là avec Amber et j'ai l'air d'une idiote complète devant tout le monde. Calme-toi, s'il te plaît, ai-je dit. Ma voix était dangereusement basse et régulière. Ne t'avise pas de me dire de me calmer. Tu as volé ma voiture. J'appelle les flics tout de suite. Ce n'est pas ta voiture, Nathalie. C'est ma voiture. Mon nom est le seul nom sur le leasing. J'ai repris possession de ma propre propriété. Elle est parfaitement en sécurité. Il y eut un long silence stupéfait à l'autre bout du fil. Tu as pris la voiture. Comment je suis censé aller à mon rendez-vous pour mes ongles aujourd'hui? Prends un Uber, ai-je suggéré. Oh, attends. Tu ne peux pas en fait. La carte de crédit est annulée aussi. Tu as annulé les cartes. Sa voix s'est brisée méchamment. La colère se transformait rapidement en peur réelle. Arrête ça tout de suite. Ce n'est pas drôle du tout. Tu me punis. C'est de la violence financière.
Tu ne peux pas juste me couper les vivres comme ça. J'ai de vrais besoins. Tu as des besoins, ai-je répété lentement et clairement. C'est intéressant. Je croyais que tu avais dit très clairement que j'avais besoin de toi. Elle bafouillait, essayant désespérément de se rattraper. J'étais juste énervé. Je ne le pensais pas comme ça du tout. Tu as été très précise, Nathalie. Tu as dit, et je cite tes mots exacts ici, soyons honnêtes, tu as plus besoin de moi que je n'ai besoin de toi. Tu as dit que tu apportes le statut et que je paie juste le ticket. J'étais juste. Tu as aussi dit, les jeux interrompus fermement, coupant directement à travers ces excuses pathétiques, que si je ne me tenais pas à carreau, tu me remplacerais. Tu te souviens avoir dit ça. S'il te plaît, je suis désolé. D'accord, rallume juste le téléphone. J'ai besoin d'appeler ma mère. J'ai besoin d'aller à mon rendez-vous. Arrête de faire le bébé avec ça. Elle ne comprenait toujours pas. Elle pensait réellement, sincèrement, que c'était juste une punition temporaire et que je serais de retour pour le dîner ce soir avec des fleurs et des excuses et que tout se remettrait magiquement à la normale. Je ne fais pas le bébé, Nathalie. J'accepte tes conditions exactement comme énoncées. J'ai réalisé que tu avais complètement raison sur tout. Je te freinais. Tu es un prix. Rappelle-toi, tu es rare et spécial. Tu as 10 mecs différents dans tes MP qui veulent financer tout ton style de vie. Arrête, s'il te plaît. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes. T'es où? Quand est-ce que tu rentres? Je ne rentre jamais, ai-je dit clairement et fermement. Je suis allé au bureau de location ce matin. J'ai payé les frais de rupture de bail complet. Je suis complètement sorti du contrat. Tu as 30 jours pour signer un nouveau bail à ton propre nom ou vider les lieux. Brenda affichera l'avis officiel sur la porte cet après-midi. Quoi? C'est sorti comme un murmure à peine audible. Je ne peux pas payer ce loyer. C'est 3,2 cents par mois. Je sais exactement ce que ça coûte. Mais tu as dit que j'étais ennuyeux et moyen. Tu as dit que tu n'avais pas besoin de moi du tout. Sûrement qu'une femme de ton haut statut n'a pas besoin d'un mec ennuyeux et moyen pour payer son loyer, n'est-ce pas? Tu ne peux pas me faire ça. A-t-elle hurlé. Le masque avait complètement glissé finalement. Le personnage de Boss Babe avait entièrement disparu, remplacé par une enfant terrifiée qui venait de réaliser que les adultes avaient quitté la pièce et qu'elle était seule. Tu ne peux pas me laisser sans rien. Qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. La ville semblait lumineuse, claire et belle. Le poids écrasant qui était assis sur ma poitrine depuis des mois avait complètement disparu. Tu m'as dit très clairement que tu me remplacerais, ai-je dit. Ma voix était plate et définitive. Je te donne juste une avance pour trouver ce remplaçant. Trouve ton remplaçant, Nathalie. J'ai raccroché immédiatement. Puis j'ai bloqué le numéro. J'ai bloqué le numéro d'Amber. J'ai bloqué son Instagram, son TikTok, son adresse email, chaque avenue de contact possible. J'ai fixé mon téléphone pendant quelques secondes, attendant que la culpabilité arrive et me frappe. Elle n'est jamais venue du tout. Le silence qui a suivi était la chose la plus chère que j'ai jamais achetée de toute ma vie, et elle valait chaque centime. J'ai passé les 2 semaines suivantes à séjourner dans un hôtel longue durée pendant que je cherchais un nouvel appartement à louer. Je m'attendais à me sentir seul. Je m'attendais à ce qu'elle me manque au moins un petit peu. Au lieu de cela, j'avais l'impression de venir d'enlever un sac à dos rempli de blocs de béton que je portais en montée depuis 2 années entières. La batterie de mon téléphone durait en fait toute la journée parce que je ne recevais pas de textos constants demandant de l'argent. Mon relevé de carte de crédit était presque ennuyeux tant il était bas. Je dormais 8 heures complètes chaque nuit. Mais la tempête n'était pas complètement terminée pour autant. Comme prévu, les singes volants sont arrivés pile à l'heure. 2 jours après la rupture, j'ai reçu un texto d'Amber, la meilleure amie de Nathalie et complice principale. C'était elle qui avait passé des années à convaincre Nathalie qu'elle était une femme de haute valeur, qui méritait d'être entièrement sponsorisée. Je n'arrive pas à croire ce que tu as fait, disait le texto. Tu l'as laissée sans rien. Elle est chez ses parents à pleurer toutes les larmes de son corps constamment. Tu es un narcissique et un abuseur financier. Comment peux-tu même dormir la nuit en sachant que tu as complètement ruiné sa vie? J'ai regardé le texto en mangeant un dîner de steak que j'avais payé avec l'argent qui allait habituellement dans les extensions de cheveux et les injections aux lèvres de Nathalie.
Je ne me suis pas mis en colère. J'ai juste répondu avec de purs faits. Je n'ai pas ruiné sa vie, Amber. J'ai juste arrêté de la payer. Elle m'a dit très clairement qu'elle pouvait me remplacer facilement parce que je n'étais qu'un portefeuille sur pattes. Je la laisse simplement se prouver qu'elle a raison. Bonne chance à vous deux. J'ai bloqué Amber immédiatement après avoir appuyé sur envoyer. Au cours des mois suivants, l'image complète de la stratégie de remplacement de Nathalie m'est lentement revenue par le biais de connaissances communes qui pensaient que je voudrais savoir. C'était un désastre absolu. Il s'avère que ces 10 gars dans ces MP étaient exactement ce que je pensais qu'ils étaient. C'étaient des gars qui voulaient coucher avec elle, pas des gars qui voulaient payer un bail mensuel de 3,2 cents pour elle. Quand elle les a sollicités pour une vraie aide, ils ont tous complètement disparu. Les types genre Sugar Daddy qu'elle pensait pouvoir attraper facilement n'étaient pas intéressés par une fille de 27 ans avec des bagages et des dettes de consommation. Ils voulaient des filles de 21 ans sans attente et sans besoins émotionnels. Elle n'a pas pu se requalifier pour notre ancien appartement. Bien sûr que non. Elle a été officiellement expulsée à la fin de la période de préavis de 30 jours. Elle a dû retourner vivre chez ses parents en banlieue. Un sort véritablement pire que la mort pour quelqu'un essayant d'être une influenceuse lifestyle. Son Instagram est devenu presque complètement silencieux. C'est assez difficile de poster du contenu Viedlux depuis sa chambre d'enfant avec un poster délavé encore au mur. Pendant ce temps, je me suis vraiment épanoui. J'ai pris l'argent que j'économisais, environ 4,000 $ chaque mois, et je l'ai investi correctement. Je suis allé à la salle de sport régulièrement, pas pour la récupérer, mais pour me récupérer moi. J'ai renoué avec des amis que j'avais complètement négligés parce que Nathalie ne les aimait pas et les trouvait ennuyeux. J'ai recommencé à sortir, très prudemment. J'ai rencontré une femme nommée Elena. Elle est infirmière. Lors de notre premier rendez-vous, elle a réellement voulu prendre l'addition. J'ai failli pleurer sur place. J'ai payé évidemment, mais le geste seul a guéri quelque chose de profond en moi. 6 mois plus tard, je suis tombé sur Nathalie. C'était un dimanche matin au hasard. J'étais dans une épicerie haut de gamme pour acheter des ingrédients pour un dîner que j'organisais. J'ai tourné au coin de l'allée des pâtes et elle était là. Elle avait l'air différente, toujours belle génétiquement, la structure osseuse ne disparaît pas en 6 mois mais l'éclat avait complètement disparu. Ses cheveux n'étaient pas faits. Elle ne portait pas les bottes de créateur. Elle portait des baskets génériques. Elle avait l'air fatiguée. Elle tenait un panier avec un plat surgelé et de la glace de marque distributeur. Elle m'a vu et s'est figée. Puis elle a essayé d'arranger ses cheveux, le vieux réflexe. Et, a-t-elle dit, hors d'haleine. Salut, Nathalie, ai-je dit calmement. Mon rythme cardiaque n'a même pas grimpé. Je ne ressentais rien. Pas de colère, pas d'amour, juste de l'indifférence. Tu as l'air vraiment bien, a-t-elle dit. Merci. La vie a été bonne. Elle a changé de pied d'appui. Tu me manques. J'ai pensé à nous. Je l'ai juste regardé. J'ai dit des choses folles, a-t-elle continué en s'approchant. J'étais stressé. J'ai réalisé que je te prenais pour acquis. Les mecs dehors sont nuls. Ils ne traitent pas les femmes comme tu me traitais. Elle a touché mon bras. Peut-être qu'on pourrait prendre un café, rattraper le temps perdu. J'ai beaucoup mûri. J'ai regardé sa main, puis ses yeux. J'ai vu le calcul. Je ne lui manquais pas. La Mercedes lui manquait. L'appartement lui manquait. La sécurité lui manquait. Elle a essayé de trouver son remplaçant, a réalisé que le marché s'était effondré, et revenait à la charge. J'ai reculé. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Nathalie. Son visage s'est décomposé. Pourquoi? Tu es toujours fâché? Allez. On était bien ensemble. Tu as besoin de quelqu'un qui te challenge. J'ai ri. C'est ça le truc. Tu avais raison ce soir-là. Tu as dit que j'avais besoin de toi. Ses yeux se sont illuminés. Tu vois, je le savais. J'avais besoin de toi pour me montrer exactement ce que je ne devrais pas tolérer, ai-je corrigé. Tu m'as appris que ma valeur n'est pas juste mon compte en banque. Et une fois que j'ai appris ça, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de toi du tout. Son sourire s'est évanoui. J'ai trouvé mon remplaçant, Nathalie. J'ai fait un geste vers ma vie, ma paix, mon bonheur.
Et elle ne me coûte pas mon amour-propre. J'ai attrapé les pattes. Bonne chance avec la marque. Je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je savais exactement à quoi elle ressemblait en restant là, réalisant que le mec ennuyeux qu'elle avait jeté était le seul qui l'avait valorisé et qu'elle l'avait vendu pour une chimère. J'ai payé mes courses et je suis sorti. Mon téléphone a vibré. Elena demandant si j'avais besoin de quelque chose pour le dîner. J'ai souri. Juste toi. C'est plus que suffisant.